Marche de la mort vers le désastre. Des étoiles filantes zèbrent le ciel. Des dizaines et des dizaines. Avez-vous déjà vu une étoile filante? Je suis sûr que beaucoup l'ont fait. Peut-être avez-vous été captivé par sa beauté fugace ou avez-vous fait un vœu en la voyant tomber à travers le ciel nocturne. Mais avez-vous déjà vu une météorite fendre le ciel vers la surface? L'avez-vous vu déchirer le ciel en morceaux dans un grondement tonitruant, s'écraser au sol avec un impact terrifiant? Certains d'entre vous ont peut-être vu quelque chose de semblable à la télévision ou sur Internet quelque part. Mais même là, je suis sûr que personne n'a jamais pensé vouloir voir une pluie de météores de près, dévaler tout autour. Et pourtant, en ce moment même, je regarde plus d'une centaine de pierres tomber sous mes yeux, les unes après les autres. Non, je ne devrais pas le dire si passivement, comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Parce que c'est moi le responsable de cette catastrophe. À cause d'un choix irréfléchi il y a à peine 10 minutes, une pluie de météorites creuse le sol. Les météorites touchent terre partout, de quelques centaines de mètres jusqu'à l'immense canyon au loin, écrasant tous les ennemis dans ce vaste rayon. Les points sur le radar, dans le coin de mon champ de vision, disparaissent comme une tache gênante qu'on lave. Je ne peux pas le voir d'ici, mais il est fort probable que d'innombrables vies soient anéanties au point d'impact de chaque météorite. Et peu après leur disparition, j'entends le bruit de l'impact et je sens un tremblement sous mes pieds. Puis, juste au moment où un immense raz de marée de débris s'apprête à m'atteindre. Soudain, une douleur fulgurante me frappe, telle la colère divine. C'est comme si mon crâne se fendait et que mon corps se déchirait. Lorsque la douleur cesse, mon corps se perd dans le nuage de poussière. Rembobinons un peu. Je faisais des heures supplémentaires un jour de congé, dans un ultime effort pour terminer un projet attendu depuis longtemps à temps pour sa date limite. En tant que programmeur pour une entreprise sous-traitante, je travaille sur des projets externalisés, comme des jeux PC et smartphones, commandés par de plus grandes entreprises. Aussi douteuse que soit notre entreprise, une personne n'a jamais plus de 2 projets à la fois. Mais à cause de trop de changements et de bugs de dernière minute, le jeune programmeur affecté à ce jeu avait déserté juste avant la date limite. Quel raté! En fait, le taux de rotation du personnel était si élevé que Junior et moi étions les 2 seuls programmeurs de toute l'entreprise. Faute de temps pour trouver un remplaçant de dernière minute, je me suis retrouvé coincé à terminer ces projets en plus du mien. Bon, saisie des entrées, sorties et des commentaires de toutes les classes terminées. Il ne me reste plus qu'à laisser l'auto-documentateur préparer la documentation à partir du code source et établir un diagramme de corrélation, après quoi je pourrais m'attaquer sérieusement au débogage. Je me suis étiré un peu en faisant craquer mon cou. En regardant autour de moi, on aurait dit que tout le monde était sur le pont. On n'aurait jamais deviné que c'était un jour férié. Malheureusement, c'était la norme à mon travail. Au bureau d'à côté, le superviseur des commissions de débogage grommelait en travaillant, mais personne ne lui prêtait attention. Qui avait le temps? Les concepteurs et planificateurs de jeux à proximité travaillaient seuls en silence, tous avec le même regard mort et absent. Le temps que je fasse mon café et que je retourne à mon bureau, mon PC avait terminé ses processus et les données nécessaires au débogage étaient complètes. Sans ces données, il n'était pas étonnant que mon ancien collègue ait fait un si mauvais travail. Inutile de se plaindre de Junior alors qu'ils l'ont jeté dans la mêlée sans aucune formation pratique, hein? Il y a 6 mois à peine, à ses débuts, il n'y avait que 4 programmeurs, et maintenant, il n'y a plus que moi. Je pense donc que cela en dit plus long sur cette entreprise. Aime ça. Monsieur Suzuki, le client se plaint que WW est trop difficile pour les débutants et nous demande de le corriger. Que faire? J'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai vu Monsieur Tubb, le directeur et concepteur principal, me regarder d'un air impuissant, comme toujours. Je t'ai entendu m'appeler Satou, mon pote. Tu ne peux pas au moins me rappeler mon nom? Je suis dans l'équipe depuis plus de 6 mois. Et pourquoi as-tu l'air si content d'avoir encore plus de problèmes? Je ne comprends pas pourquoi tant de développeurs sont masochistes. WW est l'abréviation de Warworld, un jeu PC par navigateur que nous développons sérieusement depuis un certain temps. C'est un jeu de stratégie avec des éléments de réseaux sociaux, se déroulant dans un monde fantastique. Ne leur ai-je pas dit que si on le rendait plus facile, leur public cible n'y jouerait pas? Nous avions passé d'innombrables réunions avec le client à déterminer ce niveau de difficulté. J'imagine que toutes ces réunions inutiles étaient vraiment, inutiles. Super. Bon, ils ont déjà démoli ça. Mais pourquoi ne pas ajouter une fonctionnalité bonus permettant aux nouveaux joueurs de trouver tous les ennemis sur la carte, avec un sort de bombe à 3 utilisations seulement pour les anéantir? On pourrait leur donner un titre spécial ou quelque chose du genre s'ils passent sans l'utiliser, pour inciter les joueurs plus expérimentés à ne pas l'activer. On n'a pas beaucoup de temps, alors allons-y. S'il te plaît, Suzuki, installe-le. Monsieur Tubb était toujours aussi insouciant dans ses demandes. Attends une minute, je suis en train de déboguer le MMO pour smartphone, alors peux-tu d'abord obtenir l'accord du client?
Si on le met là sans demander l'autorisation, on n'aura pas le temps de le modifier plus tard s'ils ne sont pas satisfaits. Bon, je les appelle tout de suite. Monsieur Tubb s'éloigna en se dandinant vers la zone fumeur, téléphone à la main. Je repris mon travail en grommelant. Peu après, Monsieur Tubb m'a donné son feu vert, et le temps s'est allongé de plus en plus tandis que je continuais à travailler, chassant ma faim avec de la malbouffe. Corriger les innombrables erreurs de Junior allait me prendre une bonne partie de la nuit avant que je puisse enfin laisser le reste à l'équipe de débogage. Comment s'appelait ce jeu déjà? Comme on l'appelait toujours, le MMO, ou ce RPG, j'avais oublié son vrai titre. Ah oui, c'est vrai, Freedom Fantasy World. J'imagine qu'on avait évité de l'appeler ainsi car sa ressemblance avec l'ancien titre de WW, Fantasy War World, prêtait à confusion. Mais je me souvenais que les anciens documents de spécification étaient toujours étiquetés FFW, etc. Finalement, ils ont retiré le mot « fantasy » du titre de WW, et le nom du RPG, apparemment temporaire, est devenu Freedom Fantasy Life avec FFL comme nouvelle abréviation. Il n'y avait donc plus vraiment de raison de se tromper, mais il était déjà trop tard. Suzuki, nous avons reçu un rapport de bug du groupe chargé de la vérification du stockage. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Si c'est à cause des objets gratuits infinis, je m'en suis déjà occupé. Non, c'était un problème d'inventaire dans FFL. Cette fois, c'est un bug de duplication d'objets dans WW, ont-ils dit. Pourriez-vous jeter un œil à la pièce jointe qu'on vous a envoyée? D'accord. Zut, les bugs de duplication sont toujours difficiles à éliminer. Burke, travailler sur 2 projets à la fois, c'est tellement compliqué. Au fait, stockage ne désigne pas un stockage externe ni un disque dur. C'est le nom du système d'inventaire de WW. J'ai continué à corriger les erreurs dans WW, en traitant chaque rapport de bug au fur et à mesure qu'il arrivait de l'équipe de débogage. À un moment donné, Monsieur Tubb m'a envoyé un email me demandant de supprimer les limitations de capacité du stockage de WW pour le test bêta. Il m'a envoyé un email parce qu'il ne veut pas que je lui crie dessus en personne, ce salaud. Je vais certainement l'inviter à dîner ou quelque chose après tout ça. L'équipe de débogage de FFL devait également vérifier certaines limitations et m'a demandé de désactiver temporairement les restrictions de niveau. Ne devrait-elle pas être la tâche de l'équipe serveur? Je les ai maudits à voix basse en travaillant. Bon sang, ça va être une autre nuit blanche, non? La correction des erreurs a continué jusqu'à tard dans la matinée jusqu'à ce que, miraculeusement, nous puissions enfin livrer l'application FFL aux clients. Elle n'était certes pas exempte de bugs, mais heureusement, l'un des avantages de la distribution en ligne est l'arme ultime de dernier recours, le patch de mise à jour. J'entendais presque les utilisateurs me huer pour avoir pensé à cela, mais j'étais trop fatigué pour m'en soucier. J'ai corrigé le travail de l'autre équipe pour WW et envoyé le fichier programme à Monsieur Tubb par courrier interne. Après 30 heures sans sommeil, il était temps de faire une sieste bien méritée dans le coin paisible sous mon bureau. Allez, moquez-vous de cet esclave de l'entreprise. Pour l'instant, dormir, c'est justice. Avez-vous déjà entendu parler du rêve lucide? C'est quand on rêve, mais qu'on en est conscient. À ce moment-là, j'étais dans un désert. Oui, un désert. Si vous pouvez imaginer le Grand Canyon, ça devrait vous donner une idée. Comment ai-je su que c'était un rêve? D'abord, je me souvenais m'être endormi sous mon bureau quelques instants plus tôt. Ensuite, il y avait les 4 icônes en bas à droite de mon champ de vision, le gadget, menu, et le radar en haut à droite. C'était l'interface de WW, le jeu sur lequel je travaillais il n'y a pas longtemps. Pourtant, ce n'était pas la première fois que je faisais une sieste pendant une marche de la mort et que je me retrouvais à travailler même en rêve. Que je le fasse dans un désert plutôt qu'au bureau ou dans ma chambre était un peu étrange, mais c'était probablement simplement parce que la pièce où je dormais était vraiment sèche. L'odeur de la terre desséchée me chatouillait le nez. Un rêve où je pouvais sentir des choses. C'était inhabituel. Après quelques essais et erreurs, j'ai compris que je pouvais ouvrir le menu simplement en y pensant. À mon grand amusement, un bug m'empêchait de le toucher. Heureusement, je pouvais aussi le contrôler mentalement. Les options du menu semblaient être un mélange de FFL et de WW, mais je suppose qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que les rêves soient cohérents. Mon nom de personnage était Satu, comme d'habitude. On m'appelle souvent comme ça par erreur, c'est donc généralement le nom que je donne à mes personnages de test. Mon statut et tout le reste étaient standards pour un nouveau personnage de niveau 1, et mon équipement se composait de la barre protéinée, du portefeuille, du téléphone portable et d'autres objets que j'avais sur moi avant de m'endormir. Logique onirique typiquement ratée. En observant les alentours, j'ai aperçu une zone où le sol se coupait complètement. Pensant à une falaise, je me suis dirigé vers elle. De toute évidence, j'étais assez haut. Je me tenais au bord d'une falaise abrupte qui descendait d'au moins 100 mètres. Des piliers de terre similaires s'élevaient de partout dans le désert.
Au pied, la même terre brun rougeâtre s'étendait à perte de vue. Au loin, j'apercevais une sorte de faille, peut-être un canyon. J'ai essayé de vérifier sur la carte, mais tout autour de moi était vide. En supposant que ce rêve est un système de brouillard de guerre, comme celui de WW, je ne pourrais voir que les zones que j'avais explorées. Une étiquette en haut à gauche indiquait Vallée des Dragons, alors peut-être était-ce là la faille? J'ai plissé les yeux du mieux que j'ai pu, mais je n'ai rien vu qui ressemble à un dragon. À la place, j'ai vu quelque chose de très différent. Il émergeait de l'ombre de la falaise la plus proche, soulevant un nuage de poussière au passage. Comme une charge de cavalerie dans un film fantastique. Mon regard s'est instinctivement posé sur les 4 icônes en bas à droite de mon champ de vision, une indiquant « Rechercher sur toute la carte » et 3 « Pluie de météores ». Les compétences d'urgence pour débutants que j'avais découvertes après ma rencontre avec Monsieur Tubb. Poussé par un vague sentiment de malaise, j'ai sélectionné l'icône « Rechercher sur toute la carte ». Le radar localisait automatiquement les ennemis, et un groupe de points rouges confirmait que le groupe en approche était hostile. La portée du radar étant limitée, j'ouvris la carte pour vérifier leur configuration. L'armée qui avançait était composée d'ennemis de haut niveau. Ils étaient si nombreux que toute la partie supérieure de la carte était inondée de rouge. N'est-ce pas un peu exagéré? Il y en a beaucoup trop. Le groupe qui approchait était appelé Hommes Lézards d'élite. Il y en avait environ 300, la plupart de niveau 50 environ. Un joueur de niveau 1 désarmé comme moi n'aurait eu aucune chance. Alors que le groupe était à moins de 60 mètres de la falaise, leur marche s'arrêta brusquement. Je me cachais derrière un rocher, hors de vue, et les observais. On aurait dit une armée montée, mais ce n'était pas de la cavalerie ordinaire. Je voyais bien que leur monture n'était pas des chevaux, mais la poussière obscurcissait trop ma vue pour que je puisse en déterminer plus. L'un des cavaliers s'est détaché et s'est rapproché de ma cachette, me permettant enfin de mieux voir. La monture n'était pas un cheval, mais une sorte de dinosaure ressemblant à un vélociraptor, et le cavalier en armure n'était pas un humain, mais un homme lézard. L'homme lézard criait quelque chose dans une langue que je ne comprenais pas, mais il semblait avoir deviné ma présence. Je suppose que je pouvais aussi attribuer cela à une absurde logique onirique. Il a semblé attendre un moment ma réponse. Comme il ne répondait pas, il sembla se lasser d'attendre et prit un arc long, le pointa droit sur moi et tendit la corde d'un bras puissant. Son corps s'illumina brièvement d'une lueur rouge, mais je n'eus pas le temps de m'en préoccuper. L'homme lézard lança sa flèche, qui fendit l'air en sifflant droit vers moi. Oui, parfaitement droite. Elle se déplaçait en une ligne parfaite, apparemment insensible à la gravité. À cet instant, je me résignais à mourir dans mon rêve, mais la flèche ne fit qu'effleurer ma joue. Mon visage était brûlant, comme brûlé. Inconsciemment, je portai la main à ma joue et sentis quelque chose de glissant. Baissant les yeux, je vis que mes doigts étaient tachés de rouge, comme je le craignais. Je touchai le sang frais de ma langue et sentis le goût du fer. Est-ce vraiment un rêve? La question me vint à l'esprit sans que je m'y attende. Un grondement de tonnerre, telle une pluie torrentielle, interrompit mes pensées. L'armée tirait sur moi, leurs flèches formant un arc de cercle parfait. Je glissai rapidement dans un creux rocheux. Enfin, j'y trébuchai maladroitement, pour être plus précis. Avant que j'aie pu reprendre mon souffle, une pluie de flèches transperça le sol à l'endroit où je me trouvais quelques instants plus tôt. Les premières flèches à atteindre claquèrent et se dispersèrent tandis que les flèches qui les suivaient atteignaient leur cible. En regardant les pointes de flèches acérées comme des rasoirs, je frissonnais comme si mon dos avait été trempé d'eau froide. Les flèches s'accumulaient à moins de 10 mètres de ma cachette. Ces hommes lézards étaient de talentueux tireurs, mais je n'avais pas de temps à perdre à les admirer. Je n'avais qu'une seule chose en tête, la peur. Ceux d'entre vous qui ont été poursuivis par des monstres dans leurs rêves comprendront probablement ce que j'ai ressenti. J'avais très peu de choix. Je pouvais rester accroupi sous le rocher et mourir, tenter de m'enfuir pendant une pause dans la cascade de flèches, ou riposter. J'ai sélectionné l'une des 3 icônes de pluie de météores qui étaient encore dans un coin de mon champ de vision. L'icône a disparu, laissant une trace temporaire. Mais c'était tout. Oh, allez, vous me dites que l'implémentation de la commande ne fonctionne pas encore? Comme pour attiser ma panique, une nouvelle vague de flèches s'est abattue. Lentement mais sûrement, le déluge grignotait ma cachette. Quelle est la puissance de ces flèches, au fait? C'est la joyeuse troupe de Robin des Bois, ou quoi? Jurant, j'ai sélectionné les 2 icônes de pluie de météores restantes. Mais de nouveau, les symboles ont disparu, sans autre effet. Une des flèches a finalement percé la roche et m'a effleuré l'épaule. Bon sang, je vais mourir à cause d'un insecte? Quelle fin horrible est-ce là? Ai-je grogné, mais mes plaintes anxieuses se sont vite transformées en un faible murmure. Pourquoi? Parce que j'avais repéré d'innombrables météorites perçant les nuages et s'écrasant. J'ai contemplé ce spectacle d'un air stupide. Merci pour votre patience, nous sommes enfin de retour là où tout a commencé. Non réel,
Ichiro Suzuki. Nom du personnage, Satu. C'est ainsi que ma vie dans un autre monde a commencé.